Le premier séminaire de la santé, et nous allons passer la parole au camarade ministre de la Santé, Somini Dolo, dans le rapport servira le discours d'introduction. Camarades, avant de commencer la lecture de mon discours, je vous demanderai à ceux qui ont des rapports de corriger au fur et à mesure certaines fautes de dactylographie. Merci. Camarades, le but de cette étude que nous avons l'honneur de soumettre à votre appréciation n'est certes point de définir, moins encore de concevoir la politique sanitaire et sociale de notre parti. Cette politique, elle est déjà conçue, elle est connue, elle est déterminée parce qu'elle est explicitée et intégrée dans la politique générale de l'Union soudanaise RDA, de ce parti du peuple dont l'idéal, l'objectif suprême a toujours été et demeure le bien-être matériel, mental, moral et culturel du peuple, de tous les peuples. La raison de cette étude, c'est de prétendre faire, dans le cadre général du développement économique et social de la nation, le point de la situation dans nos problèmes de santé publique après 3 années d'exercice de notre souveraineté. C'est de pratique courante au sein de l'Union soudanaise RDA que de procéder à chaque stade de notre révolution à une critique de l'action passée, que de contrôler les tâches assignées à chaque militant, à chaque organe, à chaque échelon de notre dispositif de combat, que d'apprécier les résultats de notre action en vue d'une amélioration constante de nos méthodes, de notre tactique. Un pas en arrière, 2 pas en avant, telle demeure notre progression vers le mieux-être, vers ce rendez-vous messianique auquel nous convie notre parti. Il s'agira donc beaucoup moins question de déterminer une doctrine en matière sanitaire et sociale que de repasser en revue les traits fondamentaux qui ont orienté jusqu'ici notre action médico-sociale. Il s'agira de montrer ce qui a été fait et comment cela a été fait, de percevoir et d'analyser les échecs, les lacunes, les entorses, les contradictions, les obstacles à vaincre. Il s'agira de mesurer l'étape franchie dans la promotion de la santé publique, mais surtout de voir en face, avec un œil nouveau, courageusement, ce qui reste à faire, de l'affronter avec le dynamisme révolutionnaire qui nous caractérise. Il s'agira au fil de notre expérience et des enseignements que nous n'avons cessé de tirer d'elle, du passé créateur, de réadapter à notre situation présente, à notre réalité de l'heure, non notre objectif, mais nos programmes et notre stratégie pour y puiser le maximum de profit et de victoires nouvelles sur la souffrance, la misère, la maladie et la mort. Car c'est l'essence même de l'homme que toute entreprise humaine soit mouvante, dynamique et caution à une révision, sinon à une révolution. C'est ainsi seulement que toujours nous irons plus loin. Ceci est particulièrement vrai dans le domaine impondérable qui nous préoccupe, l'amélioration progressive et constante du niveau de santé de la population d'un pays jeune par la promotion simultanée de l'économie d'une part et l'éradication de maladies endémo-épidémiques et de fléaux sociaux d'autre part. Les deux processus se prêtent un appui réciproque. Car si certains pays se font les protagonistes de l'idée qu'entre l'action sociale et le développement économique, il y a une sorte de contradiction ou de compétition ne pouvant être résolue que par un apport de ressources financières extérieures, la République du Mali, pour sa part, résolument engagée dans la construction socialiste, s'est rendu compte que, pour faire face au problème fondamental du relèvement du niveau de vie de la population, il fallait concevoir le développement économique tributaire de certaines formes de progrès social. Que le développement économique, moyen d'action sociale essentielle, ne peut s'opérer ou se poursuivre très longtemps si la population est apathique, sous-alimentée et mal portante. D'où cet ensemble complexe d'interactions et d'interférences qui nous convie à l'élaboration de programmes sociaux et de programmes économiques qui se soutiennent et se renforcent les uns les autres. Ceci est encore plus vrai dans notre situation historique d'ex-colonie récemment libérée. Et sortir de notre état de sous-développement caractérisé, notre souci constant, implique une somme d'efforts individuels et groupés, cohérents, une tension continue. Notre progrès, le progrès tout court, ne s'accomplira que par l'exercice d'une volonté collective, consciente,
centré sur une justification profonde du développement. Tout pour l'homme, tout par l'homme. C'est dire que par un juste retour aux sources, c'est l'homme sain, jouissant de toutes ses facultés physiques et mentales, qui demeure au cœur du processus. Le capital n'est plus, ne peut être en régime socialiste, l'élément déterminant du progrès. Supposer qu'il soit encore ainsi considéré, ce serait parce que l'homme est reconnu précisément comme le capital le plus précieux que la santé publique doit garantir et protéger. On comprend ainsi toute la complexité du problème, et la sauvegarde de la santé publique d'un peuple apparaît comme la résultante de plusieurs branches d'activités complémentaires plutôt que contradictoires. Elle reste étroitement liée au régime politique, aux structures administratives et économiques, aux valeurs culturelles, dont la coordination et l'intégration générale des objectifs conditionnent le progrès réel de la société humaine, le développement national le plus harmonieux possible. Ces considérations nous amènent à envisager successivement, au fil de cette étude, les points suivants. Notre option fondamentale dans ces rapports avec la médecine et la pratique médicale pour la sauvegarde de la santé publique, la situation sanitaire de la nation et les moyens d'action sanitaire disponibles, le programme d'action sanitaire et les perspectives d'avenir, en étant convaincu que tout programme, toute entreprise humaine implique une série d'adaptations et de transformations sans lesquelles le progrès serait compromis. Ce progrès, dont la finalité reconnue est de tendre, sinon d'arriver à ce que chaque personne dans l'ensemble national, la société en chaque individu, se développe à plein et à mieux. Dans l'examen de nos problèmes, dans la confrontation de nos idées, de nos méthodes d'action pour la promotion sociale rapide du peuple, pour l'élévation effective du niveau de santé, le parti, bien sûr, reste guidé par la boussole que s'est choisie, son option fondamentale, la voie socialiste du développement. Dans ces conditions, il est tout à fait logique de nous référer aux expériences des pays qui nous ont précédés dans la même voie. Il est rationnel aussi d'analyser les résultats qu'ils ont obtenus, de les confronter avec ceux d'autres nations qui ont emprunté d'autres voies. En un mot, il est sage, face à nos réalités, de tirer les enseignements que les uns et les autres ont pu nous léguer au fil des années à la lumière d'un passé créateur. Certes, nous restons persuadés que la médecine, comme toute science, n'a pas de patrie, moins encore de régime, et que les découvertes et les nouvelles techniques en ces domaines sont source de progrès sur le plan universel pour soulager ou guérir, pour prévenir la maladie ou promouvoir un état de meilleure santé. Notre propos n'est donc point ici d'évaluer l'incidence d'un régime politique sur l'évolution de la médecine en tant que science sujette à un perfectionnement continu et inéluctable. Nous risquerions fort de nous fourvoyer dans la technique pure. Notre propos, se situant dans un cadre plus pragmatique, voudrait plutôt dégager les conséquences heureuses ou les obstacles à une véritable promotion sanitaire populaire qu'une idéologie politique peut imprimer aux administrations responsables de la santé du peuple. Il voudrait, considérant davantage la médecine comme un art qui produit, mesurer ce qu'elle a pu créer du fait de la conception de la pratique médicale, de la compréhension des problèmes sanitaires sous l'impulsion de l'orientation politique de base en un moment donné de la vie nationale. Certes, l'objectif déclaré officiel par tout gouvernement, par tout régime au pouvoir, quelle qu'en soit l'idéologie ou la doctrine, sous l'angle de la santé publique ou du développement social en général, est une constante bien connue de tous. Bien sûr, le médecin de France et de Suède comme celui d'Ukraine ou de la Californie, se référant au séculaire et universel serment d'Hippocrate, évoquera avec la même conviction la grande tradition de la médecine, l'humanisme, qui doit toujours faire participer le médecin à la vie de son temps et de son environnement, et qui, dans son principe, fait considérer l'homme avant toute chose. Bien sûr aussi, la nature sacerdotale de l'exercice de cette profession et les nobles servitudes que ce grand métier impose ne sont sujettes à aucune controverse de part et d'autre des frontières idéologiques et doctrinales. Le bon médecin, le médecin compétent qui garde à la médecine sa dimension humaine, c'est bien celui qui se laisse joindre, celui qui plaît, celui qui a de la présence et qui sait que la santé est une partie essentielle de la dignité humaine. Et si nous remontons le fil de l'histoire, nous nous apercevons bien vite de la pérennité de cette conception de l'exercice de la médecine. N'est-ce point Montaigne, ce profane en la matière, qui disait « Les premiers accueils du médecin envers son patient doivent être gais, gracieux et agréables, et jamais un médecin laid et rechigné n'y fut œuvre humaine. » Et Ambroise Paré
premier chirurgien des rois de France, eut un jour ce fameux dialogue avec Charles IX. J'espère que tu vas mieux soigner le roi que les pauvres, dit Charles IX. Non, sire, c'est impossible, répond le Toubib. Et pourquoi pas? Et pourquoi, réplique le roi? Parce que je les soigne comme des rois, conclut Ambroise Paré. Sur la finalité de l'art médical, les concepts fondamentaux qui régissent sa pratique, les qualités humaines qu'elle exige, l'unanimité est donc chose acquise sous tous les régimes, à tous les âges. Mais avec l'évolution des sociétés humaines et l'application pratique des principes face aux réalités, apparaissent les divergences. Les formes d'organisation de ces sociétés imprimeront leur sceau à l'organisation des services publics chargés de la sauvegarde de la santé. Ainsi, en société capitaliste, la pratique médicale reste dominée par le caractère libéral de son exercice. Profession libérale, la médecine voudrait le demeurer, affranchie de toute dépendance par la force de l'intelligence et de l'esprit, même dans le cadre d'un contrat de louage de service ou des statuts administratifs, parce qu'elle doit, selon la conception capitaliste, respecter et protéger la vie dans une neutralité absolue contre les forces et contre les raisons de l'État, parce qu'elle n'est pas un métier, parce qu'elle professe une éthique que son action ne peut renier. Profession libérale, la médecine voudrait jouir de la plénitude de son indépendance, même à l'égard du malade, d'où le choix de sa clientèle privée, le malade gardant lui aussi le libre choix de son médecin. On entrevoit d'ores et déjà les répercussions qu'une telle conception peut avoir sur l'organisation des services publics. Premièrement, très rapidement, la médecine apparaîtra comme une profession lucrative, comme un métier, pas comme les autres, à rôle social abusif. Ce sera, selon l'expression consacrée, le métier de roi, dont les pratiquants constitueront cette classe privilégiée qui se situe, comme l'histoire antique se plaît à le dire, sur le flanc du mont Sinaï, avec Dieu au sommet et la masse des peuples au bas de la falaise. Le médecin libre ou libéré de toute entrave administrative exercera sa profession dans les centres où des activités seront davantage rémunératrices. Il en découle la disparité de la densité médicale qui reste fonction des pouvoirs d'achat des populations. Le libre choix du malade apparaît illusoire, puisqu'il reste en fait conditionné, autant par la nature de son affection que par les possibilités de paiement des honoraires variables avec les titres universitaires ou les compétences techniques des praticiens. Une telle orientation tend à ravaler la pratique médicale au cadre restreint de la médecine des soigneurs. Le médecin considérera trop souvent sa tâche terminée après la guérison médicale de l'individu, négligeant l'aspect social qui est l'un des objectifs fondamentaux des administrations sanitaires. Enfin, et ceci est particulièrement vrai dans les pays en voie de développement, confrontés à de nouveaux problèmes, le libéralisme qui fait fi de toute planification, dans l'anarchie des activités, exercera une entrave certaine dans l'action des services publics où le souci dominant reste de garantir à chaque citoyen, quelle que soit sa situation économique, un état de complet bien-être physique, mental et social. Certes, en palliatif à ces contradictions, on a tenté de créer des institutions publiques dont l'intervention devait à toute épreuve garantir la nature libérale de la profession médicale, plus bénéfique aux praticiens qu'à la foule des malades, d'où la naissance de la sécurité sociale sous des formules diverses. Système de tiers payant avec contrainte pour l'assujetti à une participation permanente au financement de l'institution. Faute de cette participation, on n'aura pas droit aux soins. Système conventionné tel le type français, où l'assuré malade paye directement les frais des honoraires et les frais pharmaceutiques et se faire rembourser en totalité ou en partie par les organismes de sécurité sociale. Système plus populaire du Health National Service anglais, dont le financement est assis sur un impôt spécial, mais général, versé par la population entière, obligatoirement assujettie au système. Dans l'un ou l'autre de ces systèmes, la concurrence, les exceptions, les dérogations, les cas spéciaux liés aux titres universitaires sont à l'origine d'abus d'honoraires, de multiplication des actes et de limitation des possibilités des patients. Et toujours, la hantise d'une fonctionnalisation de la profession qui serait fatale à l'intouchable libéralisme de la médecine domine les praticiens. Mais il faut le souligner, il s'agira de la médecine curative, de la médecine des soigneurs, où la prolifération des spécialistes est en voie de provoquer une orientation nouvelle dans l'éthique générale de la médecine. Cette voie nouvelle, c'est celle de l'exercice en cabinet de groupe d'experts spécialisés dans tel ou tel secteur de l'organisme humain, avec les conséquences pécuniaires qu'une telle organisation impose, sinon aux patients, du moins à la société. C'est le moment aussi de souligner la tendance mécaniste
de l'art médical uniquement orienté vers l'individu, vers le curatif, avec l'arrière-pensée de la défense du gain et de celle de la réputation. En somme, sous cette conception, le médecin exerce une profession dont il attend justement un revenu qui le mette à sa place, une place éminente, eu égard à l'ampleur des responsabilités, à l'importance des besoins, à la grandeur des servitudes, et sous cet angle, il appartiendrait bien à la profession médicale de négocier son statut avec l'État. Aussi, nous n'insiterons pas sur l'aspect santé publique de l'organisation médico-sociale dans ces pays, car elle est réduite à être éternelle vassale de l'importante corporation des praticiens en clientèle omnibulée par la défense de leur libéralisme. On se souvient de la brutale réaction qui s'est élevée jusqu'à la grève des soins, provoquée en Belgique par la tentative du gouvernement de réformer la structure actuellement dépassée de l'organisation médico-sociale. Si des résultats concrets ont été enregistrés en matière d'hygiène et d'assainissement, de prévention et de prophylaxie, c'est toujours sous la discrète couverture du libéralisme. Et bien sûr, au prix de lents et patients efforts, d'énormes investissements et à un rythme que de jeunes pays ne peuvent se permettre d'emboîter. Mais sous d'autres horizons, les conceptions, les principes d'organisation et d'administration de la pratique médicale apparaissent tout autres. Dans une société socialiste, la médecine, comme toute science, en sa finalité, doit faciliter et accélérer la création de la base matérielle de cette société et apporter son inestimable contribution à la transformation des rapports sociaux. La médecine au service de l'homme doit trouver pour l'homme cette source d'énergie, ce capital inépuisable qu'est la santé du peuple, dont le lien étroit avec la production est l'aspect essentiel du processus au cours duquel la science médicale et la pratique médicale se transforment en force productrice. Et c'est pourquoi elle doit s'armer des moyens les plus efficaces, en pénétrant profondément dans l'esprit et le cœur, en reculant largement les limites de la connaissance de l'organisme humain et de la nature humaine. Mais si importantes qu'elles soient, les découvertes et les techniques nouvelles, la spécialisation par la dissection ou la compartimentation de l'art médical ne pourront aboutir en elles-mêmes à des changements radicaux dans la satisfaction de ces droits inaliénables de l'homme, le droit à la santé florissante, base de toute raison de vivre. Il faudrait donc, pour obtenir l'effet voulu, assurer une bonne organisation par l'État des services sanitaires publics, une planification pour situer et affronter les urgences et les priorités, un programme et une direction d'action conformes à cette détermination des priorités. De cette doctrine se dégagent les principes directeurs de l'organisation socialiste des services de santé publique. Premièrement, considérer la santé comme revêtant une importance primordiale, jouant un rôle essentiel dans le développement économique et social de l'État, et de ce fait, intégrer la santé publique dans la planification de l'action économique et sociale, d'où la nécessité pour la nation de prendre totalement en main l'action médico-sanitaire. Deuxièmement, considérer la santé comme la résultante de toutes les activités humaines. Ainsi, l'autorité populaire doit pouvoir mesurer les incidences de chaque projet, de chaque réalisation sur l'état sanitaire du peuple et en prévenir les effets. Troisièmement, orienter les systèmes d'action médico-sanitaire de façon qu'ils contribuent plus efficacement à la réalisation d'objectifs économiques. En un mot, l'orienter vers la prophylaxie et la médecine de masse parce que moins onéreuse et plus rentable. Quatrièmement, adapter la formation du personnel médico-social aux conditions du milieu, aux nécessités de l'heure et non aux velléités et aux caprices des individus. Sous cette optique, la médecine, les sciences des maladies qu'elle demeure en régime capitaliste se transforme en discipline nationale dont la fonction primordiale est de conserver et de promouvoir la santé et la force physique, sinon à tous les peuples, du moins à la quasi-totalité du peuple. Aussi, ces principes directeurs, cette doctrine, cette méthodologie de la pratique médicale, appliquée d'une façon soutenue, ont permis effectivement la liquidation en un temps record d'endémo-épidémies très meurtrières, relevant le niveau de santé dans des pays à forte densité comme la Chine et l'Union soviétique. En même temps, se trouve garanti pour chaque citoyen, aux frais de l'État, donc sans discrimination aucune basée sur la fortune, les soins curatifs à chaque citoyen et de quelque spécialité que ce soit. Pays jeunes, pays sous-développés où le revenu moyen des citoyens ne peut s'offrir le luxe d'une médecine de clientèle stylisée et mécanisée, où une foule de fléaux sociaux et d'épidémies meurtrières déciment les populations, la République du Mali ne peut s'orienter que vers la forme de médecine qui apparaît la plus apte à assurer la protection sanitaire de son peuple.
mais pour tirer le maximum de profit des expériences passées, pour en adapter les méthodes et la stratégie à nos réalités, il est nécessaire de nous retracer brièvement la situation sanitaire à l'orée de l'indépendance nationale. Nous nous attarderons sur ce point, même si sentimentalement parlant cela se conçoit, à vous faire revivre les nuits sombres de la période coloniale où, aux côtés de l'asservissement physique et moral, des grands fléaux, des endémons épidémies nous faisaient payer un lourd tribut. En d'autres lieux, en d'autres circonstances, nous avons eu à faire le procès de cette étape de notre évolution, à brosser les mélancoliques tableaux qui s'y dégageaient. Certes, ce n'est point en quelques années d'exercice de notre souveraineté que nous bouleverserons de fond en comble les structures et les habitudes de décades de domination étrangère. Nous n'avons pas, nous ne pouvons avoir dans les domaines si subjectifs du social en général, de la santé publique en particulier, la prétention d'éradiquer en totalité les conséquences morbides de la colonisation. Il subsistera encore longtemps certaines tares, certaines séquelles, certaines attitudes que la révolution socialiste malienne traînera encore derrière elle comme un boulet que seule l'érosion du temps se chargera de consumer. Nous nous bornerons simplement à vous faire un bref rappel de l'héritage que nous a légué la bienveillante et humanitaire entreprise coloniale face aux problèmes sanitaires du pays, ou plutôt aux préoccupations majeures de la philosophie coloniale. Le panorama sanitaire ne différera certes point de ceux qu'on rencontre généralement dans les pays qui ont subi fatidiquement les mêmes sorts historiques, c'est-à-dire de ceux des pays qui ont supporté la même contrainte étrangère. Taux de mortalité générale très élevé, mais surtout mortalité infantile alarmante dans les premiers âges, prédominance des maladies transmissibles, particulièrement dans des épidémies meurtrières, mutilantes, aveuglantes ou cachectisantes, des carences nutritionnelles déprimantes, absence de mesures générales de prévention et d'assainissement, insuffisance et disparité d'une infrastructure sanitaire minima, avec pénurie accusée du personnel qualifié et adapté aux circonstances et à l'environnement. L'administration sanitaire fortement centralisée était détenue par le pouvoir militaire, sans programme cohérent d'action, puisque sans objectif précis. Cependant, dans les dernières décades de la vie coloniale, sous la pression des événements historiques, un effort est tenté pour étendre certaines activités médicales vers les masses. À côté des services fixes de médecine curative qui desservaient surtout les chefs-lieux des régions administratives, une médecine mobile est mise en jeu pour lutter contre quelques endémies majeures. Mais le dirigisme qui préside à son organisation en limitera les bénéfices qu'on devait en attendre. Ainsi, le système colonial a-t-il édifié son réseau sanitaire conformément à ses conceptions discriminatoires dans l'intérêt majeur et pour la sauvegarde de ses buts immédiats, d'où l'institution d'une organisation de santé publique placée dès le départ sous l'autorité de l'État, ou plutôt de la minorité oppressante, avec la couverture de la gratuité des soins dont les bénéficiaires effectifs étaient limités à la couche privilégiée. L'assistance médicale indigène restera fort embryonnaire. L'action de prévention contre les maladies pestilentielles, peste et fièvre jaune, sera entreprise, mais guidée par les mêmes préoccupations d'exploitation, et c'est bien le moment de dire, avec le docteur Ahmad Ba, les coutumes seront incriminées là où il fallait élever le niveau de vie des populations et procéder à l'éducation des masses. Au lieu de renforcer les mesures d'autorité, toujours impopulaires et inefficaces, c'est l'économie du pays qu'il fallait développer et en assurer une meilleure répartition. C'est l'analphabétisme qu'il fallait combattre pour entreprendre une éducation sanitaire ayant des chances de réussir. Mais pour cela, il fallait la volonté et la foi des patriotes et non des velléités de bienfaisance, de charité. Si donc, pour des motifs de domination politique, les pandémies de fièvre jaune, de peste, de typhus épidémiques seront liquidées avec l'ère de l'occupation coloniale, il reste encore d'autres endémies non moins dramatiques et spectaculaires, telles la trypanosomiase, la tuberculose, les maladies épidémiques et les maladies carentielles, qui constituent encore de redoutables freins à notre développement économique et social, à l'épanouissement des conditions matérielles et morales des populations maliennes. De quelles armes disposons-nous pour les affronter et les vaincre à l'aube de notre souveraineté? Nous l'avons déjà inventorié. Densité hospitalière très faible, densité médicale et paramédicale bien au-dessus de l'optimum, point de centre de formation professionnelle qui nous soit propre, moyens matériels et financiers dérisoires, voilà l'arsenal légué pour arracher à cette clémente nature tropicale les largesses qu'elle nous offre pour élever le bien-être du peuple devenu souverain. Quel usage en avons-nous fait? Quels sacrifices avons-nous consentis pour accroître leur efficacité et leur rentabilité? Quelle stratégie avons-nous adoptée? C'est le moment de passer à l'analyse et à l'examen critique de l'action sanitaire que nous avons entreprise jusqu'à présent.
Nous venons de dresser une fresque synthétique des grands problèmes sanitaires que nous avions affrontés dans les conditions économiques rudimentaires que vous n'ignorez point. L'ampleur et l'activité de ces problèmes, face à nos possibilités financières, devaient dicter notre conduite dans l'action sanitaire et sociale intégrée dans la politique générale de développement harmonieux tracée par le parti. Il fallait donc, après l'inventaire de nos besoins, ou plutôt de nos priorités, de nos urgences, après le bilan de nos moyens, de nos potentialités, il fallait définir les buts immédiats à atteindre, les étapes à parcourir, les techniques à mettre en œuvre pour atteindre ces buts. Il fallait analyser les obstacles à surmonter, les divers facteurs géographiques, démographiques, sociaux et culturels dont l'incidence certaine dans le succès des programmes d'action sanitaire n'est point à démontrer. Si l'on considère l'étendue de notre pays, sa situation géographique, la variété et la dispersion des populations, la multiplicité de leurs mœurs et coutumes, les difficultés de communication, en regard de la situation économique léguée par les bienfaiteurs colonisateurs, on mesure toute la complexité du problème qui s'est posé au parti dans sa volonté de relever le niveau de santé de la nation. De ces réalités, mais aussi de notre option fondamentale et des enseignements tirés des expériences des pays qui, à un moment donné de leur histoire, ont été confrontés à des problèmes similaires, se dégagent les principes qui ont orienté notre action sanitaire et sociale durant ces premières années de souveraineté nationale. À savoir, premièrement, dans un pays comme le nôtre, d'écrasante majorité paysanne, l'action sanitaire doit s'étendre rapidement à notre population rurale pour servir cette masse laborieuse qui est dans l'ignorance presque totale des principales règles d'hygiène et de prophylaxie en face d'endémies épidémies meurtrières, cause d'incapacité de travail fort onéreuse à la nation. Il faut donc atteindre un plus grand nombre possible de malades à guérir ou d'hommes valides à protéger afin de continuer à diminuer notablement les pertes de main-d'œuvre, à maintenir la capacité de production de notre dynamique peuple. Deuxièmement, la morbidité et la mortalité infantile étant des plus élevées, ce qui empêche notre repeuplement démographique et compromet l'avenir de notre pays, la protection des mères et des enfants quasi négligés par l'autorité coloniale demeure une priorité absolue dans les activités de la santé publique. Il faut créer et multiplier, avec nos moyens de bord, les services de protection maternelle et infantile. Il faut orienter un effort particulier vers la préparation de la femme à son rôle d'associée active à la vie de la communauté socialiste. Troisièmement, l'impérieuse nécessité de porter l'action curative, préventive et éducative au cœur des masses rurales dans une population disséminée et avec la célérité désirée pour courir au devant des bouffées épidémiques, exigeait une décentralisation administrative des services essentiels, mais aussi une intégration progressive des activités de soins, de prévention et d'éducation au niveau des formations de base. La multiplicité et la complexité des tâches exigeaient bien une action polyvalente à tous les niveaux, dans les soucis d'une utilisation plus rationnelle de nos faibles ressources matérielles. Quatrièmement, mais le facteur le plus important à considérer, celui qui devra conditionner le succès de cette entreprise grandiose, le moteur qui devra actionner tous les systèmes, c'est, comme vous le devinez bien, la question du personnel. Notre pays, comme tous les pays en voie de développement, souffre d'une pénurie grave de personnel médical et paramédical. Un des premiers objectifs à atteindre est donc la formation d'un personnel certes qualifié, mais surtout adapté à nos conditions de travail, à nos réalités, d'un personnel médical et paramédical engagé dans la voie révolutionnaire que nous avons choisie. Cinquièmement, enfin, il est peut-être superflu de le dire, devant l'ampleur des tâches à accomplir, des difficultés à surmonter, devant ce labyrinthe de problèmes à résoudre, rien de positif ne pouvait être acquis sans une planification rationnelle et réaliste, sans une détermination précise des priorités, sans un calendrier précis des programmes à affronter. Dans quelle mesure nous avons pu, peu ou prou, nous conformer à ces principes de base dans nos réalisations? Dans quel domaine avons-nous réussi? Où avons-nous essuyé des échecs? Pourquoi? Au lendemain de l'indépendance, 2 hôpitaux de faible capacité, 19 centres médicaux de cercle, 16 postes médicaux de subdivision, 122 dispensaires ruraux, un service commun des grandes endémies situé au niveau fédéral, un centre de formation d'auxiliaires médicaux. Quel était le schéma de l'infrastructure sanitaire qui nous était octroyé par les bien charitables colonisateurs? À cette date, ce sont 8 hôpitaux aménagés à la mesure de nos moyens qui fonctionnent à débordement. 2 autres hôpitaux secondaires doivent très prochainement ouvrir leurs portes. 39 centres médicaux de cercle, 6 postes médicaux, 42 centres de protection maternelle et infantile, 36 centres sociaux, 250 dispensaires ruraux, 13 secteurs de grandes endémies. 11 centres d'hygiène dispensent leurs activités sur l'ensemble du territoire. À la fin du plan quinquennal, chaque arrondissement devra être desservi par un centre de santé.
Certes, nous n'avons pu canaliser, contrôler en son temps l'enthousiasme du peuple qui, sur les sentiers de l'honneur, a érigé ça et là des centres ruraux de santé non prévus au plan. Nous nous efforçons et nous nous efforcerons de les mettre en activité, mais compte tenu d'autres impératifs, nous pensons que le moment est venu de suivre scrupuleusement les directives du plan quinquennal en matière d'infrastructures sanitaires. Porter les soins au centre des masses laborieuses, créer et étendre les activités de protection des mères et des enfants, décentraliser la structure administrative des services de santé publique. Nous pensons que ces objectifs sont en bonne voie d'être atteints. De même, la réorganisation de l'école des infirmiers du premier degré, l'ouverture de l'école des aides sociales, la création de l'école secondaire de la santé nous ouvre la voie vers la formation professionnelle du personnel paramédical malien dont l'effectif ira rapidement croissant. En 1960, nous disposions de 557 infirmiers du premier degré, 90 infirmiers du second degré, de 58 sages-femmes. Aujourd'hui, ce sont 1074 infirmiers du premier degré, 148 du second degré, 80 sages-femmes qui œuvrent sans relâche pour relever le niveau de santé du peuple malien. Il faut cependant avouer que si le niveau technique, la compétence professionnelle de ces personnels a subi un relèvement appréciable, un grand effort doit être encore porté pour développer en lui la formation civique et idéologique, attiser et entretenir l'esprit révolutionnaire. Il faut aussi intensifier le recrutement et pour cela susciter la vocation de nos jeunes élèves vers cette carrière sacerdotale qui demande tant de grandes qualités humaines et de sacrifices insolvables. C'est d'ailleurs ce qui justifie en partie nos échecs dans la formation des cadres médicaux supérieurs. Certes, la nation n'est pas encore en mesure d'entretenir une faculté de médecine pour la formation sur place des médecins autochtones, ce qui serait l'idéal. Mais l'idéal demeure toujours à l'horizon. Nous y tendons toujours sans jamais l'atteindre, tant la nature humaine avide de progrès est animée de perpétuelle insatisfaction. Nous avons donc trouvé en place, au moment de l'indépendance, une génération d'étudiants en médecine à des stades d'études divers. Aujourd'hui, pour la plupart, ces jeunes ont achevé leurs études de base. Certains d'entre eux, répondant à l'appel de la nation et aux priorités de la situation, affrontent avec nous, courageusement, les difficultés et les obstacles de notre révolution. Ceux-là doivent être cités à l'ordre de la nation pour avoir rempli leur devoir civique de citoyens maliens. Mais d'autres, la grande majorité, qui ont bénéficié et continuent à bénéficier des libéralités du peuple malien, des sacrifices admirables de ces laborieuses masses paysannes, à qui ils refusent de livrer la science et la technique qu'ils ont acquises grâce à eux, ces jeunes universitaires qui ont eu l'audace, en son temps, de nous traiter de timorés, d'accepter la loi Carcan, la franco-africaine, la communautaire, ce sont ceux-là qui aujourd'hui désertent nos rangs, ne veulent point assurer la relève des médecins militaires français dans les contrées arides de Kidal, de Gao ou de Nyoro. Camarades, vous connaissez le problème général des universitaires, mais particulièrement le problème spécial des étudiants en médecine, avec l'esprit qui domine la médecine française, profession libérale, profession lucrative, profession donnant droit de cité. Mais c'est avec optimisme que nous attendons les reconversions et qu'ils s'engagent dans la lutte avec le peuple en guerre contre la misère, le paupérisme, la malnutrition, les endémo-épidémies, la souffrance et la mort. Nous attendons patiemment les reconversions aux côtés des pionniers de l'assistance technique des pays amis, aux côtés des frères qui ont perçu la grandeur humaine et universelle de notre révolution et se sont mêlés dans la bataille envers et contre tout. L'oiseau reviendra toujours à son nid, disait dernièrement dans un éditorial de l'essor un poète malien. Notre berceau, notre lit, quelle que soit la rudesse de la paille qui a servi à sa confection, reste notre propriété et nous le défendrons. Le peuple le conservera et le défendra quel que soit son confort, car il sait qu'il y demeurera ou y retournera. Ainsi, ceux-là qui ont trompé le peuple une partie du temps et qui revisent leurs batteries pour telle ou telle autre spécialité, alors que le peuple les convie à telle autre priorité, ils peuvent être assurés qu'ils ne pourront continuer à tromper tout le peuple tout le temps.
Nous sommes d'ailleurs persuadés que la génération étudiantine qui a franchi les portes des universités étrangères au lendemain de l'indépendance a compris, a digéré nos problèmes et que l'orientation que la nation et les réalités leur imposent est allègrement acceptée et que notre prochain plan s'accomplira selon nos prévisions. C'est pourquoi les échecs, les obstacles à notre révolution demeurent pour nous une raison de plus pour persévérer en direction des priorités que nous sommes fixées. C'est pourquoi, revisant nos batteries, nous proposons au séminaire des réagissements à notre stratégie dans la gigantesque bataille que nous livrons contre la maladie et la mort. Très prochainement, pour pallier les déficits en personnel médical d'encadrement, en personnel adapté à nos réalités, acquis à notre révolution, nous nous devons d'ouvrir les portes de l'école des assistants médicaux, mais aussi de prendre des dispositions pour un perfectionnement continu tel que le demande la redoutable profession médicale. D'autres exposés vous détailleront nos propositions. En tout cas, notre conviction est que c'est par les cadres autochtones, les cadres maliens, formés sur place, dans les réalités de tous les jours de la vie de la nation, les cadres engagés dans la révolution, c'est par eux seulement que nous vaincrons, à plus ou moins longue échéance, ces grandes endémies, ces fléaux sociaux qui freinent encore si puissamment notre marche en avant. Heureusement pour nous que la conscience sanitaire du peuple s'est éveillée et se vivifie de jour en jour. Notre section d'éducation sanitaire a vu le jour avec l'indépendance. Elle s'équipe et s'étoffe progressivement en personnel qualifié et en matériel avec l'assistance des pays amis ou d'organisations internationales. Elle participe déjà très activement aux campagnes de prévention que nous avons engagées contre la variole, la rougeole, la trypanosomiase, la lèpre, la malnutrition et la poliomyélite. Mais elle ne jouera pleinement son rôle, comme on vous le précisera ailleurs, que par la mobilisation de toutes les bonnes volontés de la nation pour une campagne généralisée d'éducation des masses. Le problème de décentralisation administrative, de régionalisation, n'a pas encore effectivement reçu de solutions adéquates, faute de personnel. Les médecins coordonnateurs des régions cumulent des fonctions multiples de gestion, d'administration et de pratiques médicales courantes qui ne leur permettent pas de se consacrer à une inspection régulière des formations existantes, à un contrôle plus judicieux de l'exécution des programmes d'activité. Un autre point faible de notre stratégie est le problème de l'intégration des services sanitaires. Intégration que les impératifs de personnel, de moyens techniques et financiers justifient amplement. Il faut absolument arriver à une meilleure coordination de nos activités curatives et préventives, de nos services fixes et de nos équipes mobiles. La tradition qui a consisté à séparer deux champs distincts de médecine curative et de médecine préventive ne doit plus subsister face au progrès de la médecine. En raison des avantages techniques, de l'économie financière, de la rentabilité qui découle de l'intégration, nous devons nous engager résolument, ne serait-ce que par étapes, à barrer cette barrière qui cloisonne les services de médecine de soins et de médecine de masse. Nous y arriverons d'autant plus facilement que nous exigeons, dans la formation actuelle de nos cadres moyens et auxiliaires, la polyvalence désirée et l'état d'esprit conforme à cette orientation. Car en effet, l'attitude et le comportement du personnel sont essentiels dans la réussite de cette politique d'intégration. Un autre écueil à surmonter, c'est celui de la concentration du personnel féminin dans la capitale. La disparité de répartition des sages-femmes, infirmières et aides sociales est fort éloquente. Elle est inhérente certes à la densité des services de la capitale, à des facteurs extra-professionnels, mariage, problèmes familiaux, liés aux difficultés de coordination avec les départements où exercent les conjoints. Le faible effectif actuel de cette catégorie de personnel, avec tous les aléas de leur vie extra-professionnelle, ne permet pas d'escompter sur une stabilité du nombre d'éléments en activité réelle dans les services. De plus, nous avons souvent sollicité une action concertée avec les autres départements en vue d'une répartition plus judicieuse du personnel féminin médico-social. Mais seuls les départements de l'éducation et de la défense ont voulu bien répondre à nos appels réitérés. Aussi, sommes-nous souvent la cible de démarches et d'interventions des autres services lorsque, pour des raisons majeures, nous avons séparé des conjoints. Faut-il passer sous silence quelques contradictions mineures que nous vivons? C'est le lieu d'évoquer l'existence de la pratique médicale en clientèle privée par des étrangers. En fait, elle ne constitue guère un problème brûlant. Elle reste localisée dans la seule ville de Bamako. Et dans cette période de transition où nos besoins sont immenses et nos moyens limités, elle constitue un appoint dans l'infrastructure des services de soins. Le revers de la médaille, il faut l'avouer, c'est le caractère pas trop commercial de cette pratique. On est tenté de se demander devant certaines ordonnances qui couvrent des pages, devant certaines prescriptions à caractère purement symptomatique, s'ils ne couvrent pas une idée d'entretien des malades chroniques qui épuisent leurs bourses pour ensuite se retrouver en état de résistance et d'accoutumance aux drogues dans nos hôpitaux et dans nos dispensaires.
C'est là une réalité de tous les jours, mais à laquelle nous devons mettre un terme que par une action progressive et soutenue d'éducation de nos masses et par la création future de polycliniques d'État. Ces médecins privés sont aussi en partie responsables de la non-reconversion des esprits de leur clientèle dans l'acceptation par le public de certaines spécialités médicamenteuses. Ils contribuent ainsi à faire vivoter quelques officines pharmaceutiques privées de même nationalité et que la pharmacie populaire est en voie de phagocyter lentement mais sûrement. Dans ce même lot de contradictions à surmonter, il faut mentionner aussi les consultations payantes dans certaines de nos formations publiques et le paiement des honoraires à des médecins fonctionnaires maliens ou de l'assistance technique étrangère, le remboursement des actes médicaux, cliniques, paracliniques ou thérapeutiques ou des frais d'hospitalisation. Tout cela, certes, n'est pas conforme à notre option, à notre ligne théorique de conduite. Mais nous ne sommes pas des dogmatiques, nous sommes des révolutionnaires conscients, car nous avons toujours au sein de l'Union soudanaise RDA la sagesse de voir en face nos réalités, nos impératifs, nos conditions objectives. C'est pourquoi, jusqu'à présent, nous n'avons pas cru devoir bouleverser les textes organiques qui légifèrent en ces matières. Ce qui est sûr, ce qui est réconfortant et qui rentre dans nos objectifs fondamentaux, c'est que la masse paysanne est assurée de la gratuité des consultations et des soins dans nos formations publiques, avant même que l'État malien ne soit en mesure d'organiser son système de sécurité sociale. Les adaptations nécessaires à des législations surannées ne manqueront pas d'intervenir très prochainement dans les soucis constants d'agir toujours à bon escient et au moment opportun. Un pas en arrière, deux pas en avant, c'est notre règle d'or dans le cheminement de notre marche vers la construction socialiste de notre pays. Et les lacunes, il en existe aussi d'ici de là. C'est le rôle à tous les militants de nous aider à les déceler. C'est la raison de ce séminaire où la critique positive sera œuvre utile à tous les peuples. Pour ma part, je voudrais signaler l'inexistence d'un organe d'information et de diffusion populaire des activités, des réalisations, des projets dans un département aussi vital que celui de la santé publique et des affaires sociales. Que ce soit sous la forme d'un bulletin ou d'une chronique, il rendrait de grands services aux travailleurs de la santé, aux administrations régionales, aux cellules du parti, à tout le peuple à qui nous devons rendre compte de notre progression, de nos difficultés, de nos échecs. Une autre faiblesse de nos services, liée elle aussi au problème du personnel, c'est l'insuffisance qualitative de la section des statistiques. Nul doute que les données statistiques que nous exploitons à présent sont d'une valeur fort relative. Il est prioritaire d'y remédier par la formation d'un statisticien sanitaire compétent. De plus, une plus étroite collaboration du département de la santé avec les services des statistiques du plan et les autorités chargées de l'état civil doit régner pour une évaluation plus objective de nos programmes d'action et des résultats enregistrés. Une autre lacune qui ne nous a pas échappé, c'est l'institution d'un cycle organisé permanent de perfectionnement de nos cadres aux divers échelons. Nous y avons pensé, mais nous avons été bridés jusqu'à présent par la tragique pénurie des cadres à tous les niveaux. Cet obstacle sera bientôt surmonté et l'occasion sera donnée à tout pionnier de la santé publique, selon ses potentialités et sa volonté, d'élever son niveau technique et culturel. Et c'est dans ce cadre que nous voulons inclure la spécialisation du médecin ou de l'infirmier, de la sage-femme, de l'assistante sociale. Mais nous estimons que tout travailleur sanitaire, conscient des réalités qui nous harcèlent, devrait avant toute spécialisation se consacrer d'abord à la production, prendre contact avec ces réalités, avec l'ampleur et la multiplicité des problèmes à résoudre. C'est d'ailleurs la seule voie rationnelle, logique, de confirmer sa vocation pour la recherche, l'étude dans tel ou tel secteur de la science médicale, bien sûr, dans la mesure où on a la foi d'apporter sa pierre dans la construction de sa patrie. Comment donc des bancs des facultés de Paris ou de Montpellier, des instituts de Harvard ou de Moscou, peut-on consciemment décider de se spécialiser en neurologie, en gastro-entérologie, en neuropsychiatrie, en chirurgie cardiaque, etc., au service d'un pays où les épidémies de variole et de rougeole, les endémies de trypanosomiase, de bilharziose, d'onchocercose, les fléaux de tuberculose, de lèpre, les carences nutritionnelles déciment les populations à tous les âges. Le problème de la recherche fondamentale comme de la recherche appliquée en matière médicale doit s'intégrer dans le contexte du Mali où la matière ne manque point. C'est là aussi une amère vérité que je me devais de proclamer à la face de ces jeunes universitaires qui accusent le parti et le gouvernement de vouloir leur barrer la route vers l'accomplissement de leur vocation, vers l'épanouissement total de leur potentialité dans la recherche médicale. C'est là des arguments détardés qui n'osent point révéler le secret de leur arrière-pensée, mais notre logique
la logique de l'Union soudanaise RDA, c'est le déceler. Camarades, voilà brossé à grands traits les caractéristiques de notre action médico-sociale depuis l'indépendance nationale. C'est à dessein que nous n'avons pas voulu aborder certains aspects des structures et d'administration sur lesquels d'autres exposés vous entretiendront. De plus, certaines réformes d'organisation qui s'imposent, mais qui sont purement du domaine de l'exécutif, n'ont pas été évoquées. Les interventions viendront en leur temps. Il en est de même de l'aspect inter-État ou international de notre politique sanitaire, coopération et coordination sanitaire avec nos États voisins, adhésion aux principes internationaux sur le plan de la santé publique, c'est là un domaine où il ne subsiste aucune contestation. C'est aussi sciemment que nous nous sommes appesantis sur l'étude théorique de la pratique médicale dans les deux conceptions qui aspirent à se partager le monde, non pour nous aligner, mais pour affirmer notre position de neutre positif, conscient de ses réalités et de ses responsabilités, et qui a le courage de se déterminer en toute connaissance de cause. Nos réalités, nous les avons appréciées. Nos responsabilités, nous les avons bien prises avec toutes leurs conséquences. Nos réalités, c'est l'existence d'un niveau sanitaire bas en raison du sous-développement et de la prolifération de nombreuses maladies endémo-épidémiques. C'est la faiblesse de nos moyens matériels et humains. C'est la dispersion des efforts de nos services sanitaires, héritage d'un système à jamais révolu. Nos responsabilités, c'est la détermination de nos priorités dans la planification de notre programme de développement économique et social. C'est notre volonté de nous débarrasser de ces endémo-épidémies qui sont des solides freins à un relèvement du niveau de vie du peuple malien. C'est notre foi de promouvoir la médecine de masse, la médecine préventive, pour préserver les masses paysannes des affres de la trypanosomiase et de la rougeole, de l'onchocercose et de la variole, etc., par l'immunisation ou par l'adoption d'attitudes évocatrices d'une éducation sanitaire largement dispensée. Agir avec la ferme détermination de réaliser tout pour l'homme, les citoyens maliens, mais aussi et surtout tout par l'homme, les mêmes citoyens maliens, sains, robustes, armés de la connaissance technique suffisante, mais surtout animés de la foi révolutionnaire qui dynamise le peuple. L'Union soudanaise RDA, le parti du peuple, dans sa logique, dans son réalisme, sait compter sur ses militants engagés et, à l'occasion, a fait appel à leur conscience nationale, à leur esprit de sacrifice. Elle sait en même temps assurer aux pionniers de la construction socialiste du pays les garanties de carrière, tant sur le plan matériel que moral, pour parer à une désaffection des tâches prioritaires, à une démobilisation de bonne volonté, des volontés tout court. C'est pourquoi nous invitons nos jeunes universitaires à s'armer de plus de volonté, de plus de civisme, pour rendre au pays ce qu'ils lui doivent, pour courir au devant des urgences du peuple, étant assuré que le peuple, son parti et son gouvernement ne manqueront jamais de leur témoigner sollicitude et gratitude matériellement et moralement. Camarades secrétaires généraux, camarades militants et militantes, c'est pénétré de cette ligne de conduite qui caractérise l'Union soudanaise que je voudrais conclure en livrant à votre méditation cette boutade d'Albert Calmette. Les dépenses faites pour la sauvegarde de la santé publique sont les seules qui soient productives parce qu'elles protègent le capital humain. Et que, si en réalité elles grèvent momentanément le budget, elles constituent le plus fructueux des placements d'épargne. ناسينا هم جافينا حين علينا